Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. On continue notre série sur l'approche ACT, Acceptance and Commitment Therapy, thérapie d'acceptation et d'engagement, pour laquelle je ne suis pas un professionnel formé, certifié, mais approche que je trouve absolument géniale et que j'ai plaisir à vous partager. Et justement aujourd'hui je vais vous faire part d'une expérience qui m'est arrivée hier, qui m'a fait penser à la méthode ACT. Je suis allé à la piscine avec ma petite fille qui a 9 ans, bientôt 10 ans, presque 10 ans. Dans un mois, elle aura 10 ans. Et tout se passe bien, super séance piscine, elle a son cours de piscine. Moi, je fais ma séance de piscine pendant ce temps-là à côté d'elle. Et puis, sur le chemin du retour, je pense que 9 ans, c'est l'âge parfait où on commence à se poser des tas de questions. Et je crois, si ma mémoire est bonne dans la théorie psychanalytique, je me rappelle qu'on parle de la phase de latence dans laquelle l'enfant sort à 10 ans. C'est-à-dire que, voilà, on parle de ça, et puis à 10 ans, il exprime plein de trucs qu'il ne pouvait pas exprimer avant. Bon, je ne suis pas en accord du tout avec cette théorie, mais ça me fait penser à ça. Elle va avoir 10 ans, mais c'est pas depuis hier d'ailleurs qu'elle dit des choses comme ça. Mais voilà, elle exprime ses sentiments, je lui demande rien, on est juste là, et puis on sort de la piscine et elle me commence à parler de tous ses soucis de petite fille de 9 ans, et ceci, et ma mère et ma sœur, et à l'école, et ceci et cela, et je l'écoute, je ne dis rien, je l'écoute. Voilà, et puis la conclusion, elle me dit, papy, dans la vie, je vois bien qu'il y a des choses tristes et des choses joyeuses, mais j'ai l'impression que les choses joyeuses, elles passent très vite et qu'il n'y en a pas beaucoup, alors que les choses tristes, elles sont très longues et ça remplit beaucoup dans la vie. Voilà. Alors c'est exactement ce dont j'ai parlé dans ces dernières séances. La vie, il y a des... Alors je lui ai dit ça, évidemment, à un moment donné, à la fin, quand elle a versé quelques larmes. Voilà. Allez, à 9 ans, on va dire qu'elle versait toutes les larmes de son corps, malheureusement. Euh, Effectivement, dans la vie, il y a des gros nuages noirs et des petits nuages blancs, et puis on voudrait qu'il y ait moins de nuages noirs, mais plus de nuages blancs. Mais si on est en dessous des nuages, on subit de toute force les nuages, mais si on se met dans la métaposition, j'ai pas dit ce mot métaposition, hein, ma petite fille, si on imagine qu'on est plutôt comme le ciel, on voit passer les nuages, et puis on sait, ah tiens, il y a plein de nuages, et puis là en ce moment c'est ces nuages-là qui passent, je les vois passer, et qu'on ne peut pas retenir, empêcher ça, mais juste de constater qu'ils passent, et que, bah oui, de savoir que quand on est sous le nuage noir, bah il passe, mais je sais qu'il va passer, et qu'il va finir, et qu'il y aura des petits nuages blancs que j'aime beaucoup, plein de petits nuages blancs parsemés ici ou là dans ma journée, et que j'en profite quand je suis dans les nuages blancs. Mais je sais aussi qu'il y aura d'autres nuages noirs qui vont arriver, et puis c'est comme ça. Donc voilà, donc on parlait de ça, je ne suis pas sûr que ça a vraiment aidé, mais voilà, on a parlé de ça. Et du coup, je vais vous parler d'un autre concept. J'avais prévu de vous parler d'autre chose, mais je vais vous parler de ça, et puis après, je vais vous parler des autres choses que j'avais prévues. C'est de dire que, bah oui, dans une vie, on passe toujours par des émotions. Alors, vous voyez, je ne trouve pas adéquat, et puis en acte, ils ne disent pas ça non plus, de dire des émotions positives ou négatives. Positives ou négatives, ça sous-entendrait qu'il y ait des bonnes et des mauvaises émotions. La joie, c'est bien, la colère, c'est pas bien. Non, la colère, c'est très bien pour me défendre s'il y a du danger, que je me mette en colère pour me protéger mes enfants. C'est tout à fait normal d'avoir de la colère, il faut que ce soit à bon escient. Même chose, la joie peut s'exprimer à mauvais escient. Si je me retrouve face à des gens qui sont en douleur et que je leur dis allez, c'est rien, et sois joyeux, souris, et puis c'est tout, ce n'est pas adéquat. Les gens ressentent de la tristesse, j'ai besoin d'exprimer de l'empathie. Donc l'idée ici, c'est pas de parler d'émotions positives et négatives déjà, mais de parler d'émotions agréables et désagréables. Ah, il est certain que ressentir de la colère n'est pas agréable, alors que de la joie, de la gaieté, c'est agréable. Donc déjà, il faut reconnaître qu'il y a des émotions agréables et des émotions désagréables, et non pas positives ou négatives, et que, bah, évidemment, on aimerait bien qu'il y ait
que désagréable, hein. Vous voyez, à 9 ans, on le sait déjà, évidemment, et pas de désagréable. Et on a tendance à vouloir, et c'est ça le problème qu'ils disent en acte, à s'accrocher. C'est le mot qu'on emploie. Alors, très intéressant, on dit s'accrocher en français, ça a été traduit comme ça, mais en anglais, ils disent hooked, hooked, hook. En anglais, c'est un crochet, donc s'accrocher. C'est très important parce qu'il y a s'accrocher et se décrocher. Des fois, en français, je trouve que ça sonne bizarre. En anglais, on dit vraiment s'accrocher, avec vraiment cette notion de crochet qu'on entend d'ailleurs dans la traduction française, donc ça se comprend. Mais donc, voilà. On a tendance à vouloir s'accrocher aux émotions positives, de ne pas vouloir les quitter, je te tiens, je te lâcherai pas. Et évidemment de repousser les émotions désagréables, douloureuses, on veut les repousser, on dit non, 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 toi je te veux pas. Et voilà ce qui se passe, voilà ce qu'ils nous disent en acte. Si on a ce genre d'attitude, vouloir s'accrocher au positif et se décrocher, mais en l'occurrence, c'est pas décrocher qu'on fait, on fait repousser les émotions négatives, donc c'est très différent. Il y a deux effets. Un, il y a un effet boomerang, parce que c'est vrai, hein, on peut, dans une certaine... Oh, joli petit oiseau qui siffle, je crois que c'est le printemps, hein, bientôt. J'ai vu, il y a des arbres qui sont toujours en fleurs à cette période de l'année. On est toujours surpris, on dit mais non, mais on est qu'au mois de janvier, tu vous avez pas de raison d'être en fleurs, mais c'est ces arbres qui ont des fleurs roses. Et l'année dernière, ils étaient déjà en fleurs à cette époque. Je vois cet oiseau là-haut. Oh, il chante. Wow. Il est gros. Oh, c'est la fête aux oiseaux là. Donc première chose, on peut repousser, c'est vrai, temporairement, dans certaines mesures, et certaines fois, des émotions négatives. Non, 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 non. Va des rétro-émotions négatives. Et c'est vrai, mais c'est que temporaire. Il y a un effet boomerang, ça va revenir encore et encore. Mais comme, comme ça n'a pas été écouté par notre système nerveux, par notre système de conscience, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça va se faire avec une fréquence plus importante, ça va revenir de plus en plus souvent et surtout une intensité plus importante. Ça va devenir de plus en plus fort. Donc, va des rétros, on va dire, allez, va des rétros, puis de plus en plus fort, de plus en plus fort. Non, elle dit, non, non, tu m'écoutes pas, toc, 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 plus fort, toc, 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 plus fort, boum, 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 sur la porte. Et de plus en plus fréquemment, ça devient infernal et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il y a un effet boomerang et il faut en être conscient. Deuxième chose, évidemment, j'ai parlé d'émotions qui sont désagréables. Donc, un autre mot, c'est de dire douloureuse. Évidemment, nous avons tous tendance à vouloir échapper à la douleur. On n'aime pas la douleur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On veut utiliser des anesthésiants. On veut faire disparaître cette douleur. Donc on utilise des trucs ou des choses. Qu'est-ce qu'on fait pour échapper à la douleur dans nos vies quotidiennes ? Donc on utilise des trucs. En général, qu'est-ce qu'on fait ? On va utiliser des anesthésiants comme des drogues, qui peuvent être des médicaments, des drogues légales ou illégales. On peut utiliser de l'alcool, on peut se manger trop du sucre et des machins, on peut procrastiner, c'est-à-dire reporter à plus tard, ne pas faire les choses désagréables et reporter, non je ferai pas. On peut éviter des trucs un peu qu'on ne veut pas faire, hein. On a peur d'un diagnostic médical et du coup on est malade, on ne va pas chez le médecin, on ne va pas chez le dentiste, on n'a pas une conversation difficile qu'on sait qu'on devrait avoir professionnellement, personnellement ou quoi, donc on reporte le problème et évidemment ça nous soulage, hein, sur le moment, je ne le fais pas. Donc on peut soit avoir des comportements destructeurs, avoir des comportements qui dans l'immédiat ne sont pas destructeurs, mais qui ne font qu'empirer le problème. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Un, de toute façon, l'émotion négative, vous voyez, je me fais piéger. L'émotion désagréable ou les émotions désagréables vont revenir de plus en plus fort avec plus en plus de régularité. Et deux, les choses qu'on fait pour éviter la douleur ont des conséquences importantes, vont s'accompagner de conséquences importantes. Parce que, à force de boire, vous savez ce qui se passe, c'est jamais bien. De prendre des drogues, c'est jamais bien. Même des médicaments sur le long terme, ça n'apporte pas de guérison. Je parle dans les troubles émotionnels, évidemment.
Et le fait de procrastiner, de reporter à plus tard ou d'éviter les choses qu'on doit faire et tout ne fait que rendre les situations encore plus catastrophiques. Donc, voilà. Si on regarde bien les choses, il n'y a pas 36 solutions à ça. C'est s'ouvrir aux émotions difficiles, de leur faire de la place et pas chercher à les repousser. Alors facile à dire comment on s'y prend. Donc on n'oublie pas que acte, c'est toujours quelque chose de concret. Donc la première chose, c'est déjà de se rendre compte que ça arrive et de le remarquer, de l'observer, de le remarquer. Tiens, voilà l'anxiété. Tiens, voilà ma peur. Tiens, voilà mon dégoût de cette activité ou de cette chose, ou de voilà ma peur d'aller voir le médecin, je vais faire mon dépistage du cancer ou d'aller chez le dentiste ou quoi que ce soit. Donc tiens, voilà l'anxiété, tiens, voilà la peur, tiens, voilà ce truc-là que je redoute. Et puis on va faire une sorte de visualisation, on va imaginer que on va donner corps à cette sensation, à ce sentiment, à cette émotion. Ça ressemble à quoi? Il est où dans mon corps? On doit imaginer ça dans notre corps. C'est quoi? C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans ma pratique professionnelle avant de connaître l'acte. C'est quand tu penses à ça, c'est où dans ton corps? Ok, c'est dans le ventre. C'est quoi? C'est une boule, il y a une forme, il y a une couleur, ça bouge, c'est immobile, euh, c'est quelque chose de bien défini ou c'est quelque chose d'un peu nébuleux ou flou. Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est sec? Toutes les qualités, est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est doux? Toutes les qualités que vous puissiez imaginer, de poser ces questions-là, de se poser ces questions-là. Et puis, une fois qu'on a passé un peu de temps à, entre guillemets, définir cette forme, cet objet, cette chose en nous. On ressent souvent ces émotions comme des choses en nous qui viennent nous envahir en quelque sorte. Enveloppez cet objet avec votre respiration. Respirez avec cet objet. Aujourd'hui, la science est unanime sur l'effet de la respiration pour calmer les émotions. On l'a répété dans ce podcast encore et encore et encore. Le fait d'avoir des expires plus lents que des inspires, par exemple, vont activer ce qu'on appelle le système parasympathique et vont amener de la détente. Il faut savoir que quand je ressens une émotion, mon corps, à la base, c'est un signal pour agir. Donc, si je ressens de la colère, c'est parce que j'ai vu quelque chose qui se passait et il faut que je réagisse et que la colère me donne la force d'agir. Et qu'est-ce que fait mon système nerveux? Il va activer des mécanismes physiologiques qui vont, entre autres choses, accélérer le cœur, contracter un certain nombre de muscles, me faire respirer de manière plus vive, déclencher une sécrétion hormonale pour que mes muscles aient beaucoup de force pour agir. Et il faut savoir que le cœur, ou ce qu'on appelle le péricarde, l'enveloppe du cœur, le fascia du cœur, et le diaphragme sont une seule et même unité. On ne peut pas séparer l'un de l'autre, si ce n'est avec un bistouri qui coupe toutes les fibres. On n'a pas appris ça à l'école. Il y a une merveilleuse photo dans le livre qu'on a publié, Le fascia de David Lesondac, dans sa 2e édition. Il y a ce qu'on appelle une plastination, qui permet de visualiser les tissus de fascia du corps. Et on voit que c'est une seule et même unité. Ce qui veut dire que ma respiration entraîne mon cœur. Ma respiration s'accélère, le cœur s'accélère. Ma respiration ralentit, mon cœur ralentit. Et physiologiquement, d'un point de vue des nerfs, du système sympathique, parasympathique, on ne peut pas, c'est physiquement impossible d'accélérer l'un et de ralentir l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen physiologique que le cœur s'accélère tout en ralentissant la respiration ou vice-versa. Ils sont une seule unité physiologique, anatomique, qui entraîne une fonction physiologique commune. Quand l'un s'accélère, l'autre s'accélère. Ce qui veut dire que quand je prends conscience de ma respiration, quand je respire consciemment, lentement, pleinement, je vais avoir un effet apaisant sur tout ce mécanisme-là, et sur le cœur en particulier, et sur la régulation émotionnelle. Donc, on se remet dans notre visualisation, on a défini cette chose émotionnelle en nous, et on respire avec, on respire avec. On laisse cet objet être présent en nous. Vous vous rappelez cette métaphore du nuage? Il est là,
que je l'aime ou pas, que je le veuille ou pas, le nuage est là. Je peux rien y faire. Et si on passe nos vies à se désespérer du temps qu'il fait, et ce sont des vies désespérantes, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on n'a aucune action, c'est le temps qu'il fait. J'ai pas dit que l'humain n'a pas d'impact sur le changement climatique, mais là je parle du temps qu'il fait, je peux rien y faire. Là, il fait beau, il y a du soleil, mais je vois les nuages arriver et j'ai entendu à la météo qu'il va pleuvoir cet après-midi. Je peux m'en désespérer toute la journée ou accepter le fait que, bon, il pleut. Je peux déménager dans une autre région du monde, mais après je me plaindrai qu'il fait trop chaud et que c'est la sécheresse. Donc, vous voyez, accepter ça. Et puis, il y a quand même quelque chose que je peux faire qui est quand même différent des nuages, c'est je peux chercher à adoucir, non pas l'objet, je peux pas le modifier, mais adoucir mon corps autour de cet objet. Lui faire une place, lui dire, ok, tu veux être là, vas-y, fais ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Ta présence est normale. Je suis un humain. L'humain ressent des émotions. Et j'ai dit ça à ma petite fille hier. J'ai dit, tu sais, si tu ressens des émotions positives et négatives, agréables et désagréables, pardon, j'ai dit, heureusement, c'est que tu es une petite humaine et qui grandit. Et à ton âge, en plus, on ressent les choses beaucoup plus fort que chez les plus grands. Donc des fois, les plus grands peuvent avoir du mal à comprendre ce que ressentent les petits-enfants parce que c'est très fort. Et puis, à ton âge, ton cerveau, il ne comprend pas encore tout ce qui se passe. Et puis, l'intensité est parfois plus forte. Et puis, tu n'as pas toujours les mots pour expliquer les choses. Et donc, quand on n'a pas les mots, on a plus de mal à... Voilà, on ressent les choses différemment. Donc, je dis, tu es une petite humaine. Si tu étais un objet, tu ressentirais rien, mais tu ressentirais rien et tu aurais aucune émotion, mais du coup, il n'y aurait jamais de nuage agréable et d'activités que tu aimes faire comme ce qu'on vient de faire. On s'est super amusé. Et puis le merveilleux week-end que tu as passé avec ta maman et sa mère l'a emmené à Paris visiter le musée de l'homme et de voir tous les squelettes des animaux préhistoriques et tout, c'était merveilleux. Et je pense que c'est aussi un contre-coup de ça. Elle était tellement heureuse de passer son 3 sœurs seule un week-end avec sa mère pour la première fois qu'elle a envie que ça se reproduise beaucoup. C'était trop génial, mais maintenant c'est fini. Je crois qu'il y avait de ça aussi. Donc, si j'étais un objet, je ressentirais rien, mais parce que je suis un humain, je ressens des émotions et ça fait partie de l'expérience humaine et je ne peux que l'accepter. Me battre contre ça, c'est encore une fois la garantie d'une vie misérable, comme on dit. Donc une fois que j'ai fait de la place à cette émotion que j'ai identifiée, que j'ai ressentie dans mon corps et que je considère qu'elle fait partie de l'expérience humaine, voilà, tiens, je t'ai remarqué toi l'anxiété, je t'ai remarqué toi la peur, toi l'évitement, toi telle et telle chose, la tristesse, la nostalgie, que sais-je, je t'ai remarqué, t'es là, ok, vas-y, dis ce que t'as à dire, fais ce que t'as à faire, je suis là, je suis là. Et puis remarquez la différence. Qu'est-ce que ça fait entre cette acceptation et c'est-à-dire qu'on laisse cette émotion tranquille. J'ai dit, ok, vis ta vie. Je t'écoute, vis ta vie. Et je te repousse, je te reveux pas, je te chasse, va des rétros, Satanas, je te repousse. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je bloque, je bloque, je bloque. De toute façon, il vient taper à la porte encore et encore et encore. Et donc là, je dis, ok, t'es là. Observez ce qui se passe. Faites-lui de la place. Mais vous avez pris le temps de l'identifier, de la remarquer, de l'honorer d'une certaine manière. Bienvenue, toi, l'anxiété de l'expérience humaine. Et je sais que tu sers à quelque chose à la base. Je sais qu'à la base, tu veux me signaler un danger, qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement me faire du mal. J'entends le message que tu me dis et je suis là. Et dans la continuité, ce dont je voulais vous parler initialement, une idée qui me plaît beaucoup dans l'approche acte, dans l'acte, peut s'appliquer à ça, mais c'est plutôt lié au comportement. À ça, je veux dire les émotions, mais c'est plus lié au comportement qu'on a. En général, on se juge sur base de nos comportements. Et on va qualifier nos comportements de bien ou mal, de positif, de négatif, de bon ou de mauvais comportement. C'est pas bien, c'est bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme s'il y avait... On dit qu'on est dans une société judéo-chrétienne. Des fois, je me dis, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on identifie tout entre c'est bien ou c'est mal. Et quand on regarde... Mais tous les jours, il y a le même bonhomme qui fait les feuilles. Je vais m'éloigner, il faut que je trouve un autre endroit où me promener parce que c'est infernal ce bruit de machine. Donc,
Même si on regarde nos films, si on regarde, je sais pas moi, la guerre des étoiles, il y a les gentils et les méchants, les bons et les mauvais. On est comme dans une société binaire où c'est bien ou c'est mal, c'est bon ou c'est mauvais. Et du coup, c'est assez difficile, on est toujours là entre le bon Dieu et le méchant diable. Ouais, on représente ça, vous vous rappelez dans les BD, le petit bonhomme, les deux petits bonhommes, le diable qui me parle à l'oreille ou l'ange qui me parle à l'oreille, et je suis toujours déchiré, les personnages sont déchirés entre les deux, j'écoute lequel. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? En acte, je vais changer de lieu parce que là c'est infernal. Je vais aller me promener vers ailleurs, ça va passer momentanément par des voitures, hein, je m'en excuse d'avance. Mais en acte, l'idée que je trouve géniale, c'est d'évaluer les choses en disant ce comportement, est-ce qu'il est pertinent ou pas? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me mène à la vie que je veux? Ça change tout. Je ne juge pas c'est bien ou c'est mal. La plupart du temps, juger les choses n'apportera rien. Donc c'est est-ce que c'est pertinent ou pas? Donc je suis ouvert, je suis curieux. Je me dis tiens là je suis en train de faire ça là. Tiens je réagis de telle manière dans cette situation-là. Ça va dans le bon sens ou ça va pas dans le bon sens? Vous allez me dire le bon. Je traverse la rue. Dans le bon ou dans le mauvais sens, de quoi? C'est pertinent ou pas? C'est pratique, utile ou pas? Par rapport à quoi? Par rapport à ce dont on a beaucoup parlé précédemment, par rapport à nos valeurs. Nos valeurs. Est-ce que par rapport à la vie que je décide d'avoir, c'est pertinent? Ça change tout. Alors, bah, c'est simple, hein. Oui, c'est pertinent. Oui, c'est pertinent. Bah, continuez. Continuons. On est sur la bonne voie. Peut-être que dans cette situation, il faut que je réagisse avec de la colère pour faire valoir mes droits, pour défendre telle ou telle chose. Et c'est normal d'avoir de la colère. Et ça va dans le sens que je veux. Ça défend une valeur à laquelle je crois. Bon, bah, c'est pertinent. Je continue. C'est bien. En revanche, ah non, non. Là, je suis en colère pour une broutille. Je me fais du mal. Je ressasse, etc. C'est pas du tout pertinent. C'est pas ce que je veux. Là, je crois qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre une expérience pratique. Dès que je me déplace à un endroit, il y a une nouvelle machine qui apparaît. Et on s'est donné le mot, peut-être parce qu'ils ont dit à la météo qu'il va pleuvoir cet après-midi. Tout le monde est en train de couper son bois, souffler les feuilles. C'est infernal. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans la civilisation des machines. La moindre feuille nécessite une machine, la moindre branche. On a abandonné les scies pour des tronçonneuses, pour des minuscules branches. Est-ce que ce que je suis en train de faire est pertinent? Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que je peux faire pour atteindre la vie que je cherche à atteindre, pour aller dans les valeurs que je veux défendre? Donc, est-ce que à long terme, ce que je suis en train de faire m'aidera? J'adore cette phrase. Est-ce qu'à long terme, ce que je suis en train de faire m'aidera à être la personne que je veux être? Est-ce qu'à long terme, ça m'aidera à être la personne que je veux être? Ça, je trouve que c'est chouette, ça. Est-ce que ça bâtit la vie que je veux? Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi, très intéressant, ça c'est un truc typique des thérapies cognitivo-comportementales, c'est qu'est-ce qui a amené à ce comportement? Là, je suis en train de faire ça, d'agir de telle manière. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Je veux dire, quels sentiments ont déclenché ce comportement? Ça, c'est intéressant de prendre conscience de ça, parce que tiens, je suis en train de faire ça, mais qu'est-ce qui m'a fait agir comme ça? Donc déjà, ça apporte beaucoup. Et puis ensuite, se poser la question, est-ce que c'est utile? Alors là, je vais pas... C'est trop complexe pour entrer là-dedans, mais en acte, il y a ce qu'on appelle des compétences de décrochage. Vous avez, pour rappeler, tout à l'heure, j'ai parlé de... C'est bientôt fini, je vais m'éloigner vraiment. Tout à l'heure, j'ai parlé
on s'accroche, on est crocheté aux émotions négatives, parfois à notre insu, elles sont crochetées. Et comment on fait pour se décrocher? Et donc en acte, il y a plein de techniques de décrochage. Et ça, c'est très important. Donc dire, tiens, j'ai ce sentiment, j'ai cette pensée, j'ai cette émotion, du coup j'ai ce comportement-là. Ce comportement-là n'est pas utile pour le genre de vie que je veux mener. Je peux mettre en place des compétences de décrochage. Il y a déjà, sans que vous le sachiez, il y a déjà beaucoup de compétences de décrochage que j'ai évoquées dans ce podcast et même tout à l'heure. Les techniques de visualisation ou autres me permettent de décrocher, de me placer en position nuage, ciel, me dire tiens, voilà cette pensée, au lieu d'être dans la pensée de dire tiens, je t'observe. Voilà, ce sont des techniques de décrochage. Et puis évidemment de se poser la question de quel comportement je pourrais adopter plutôt que ce que je suis en train de faire, et est-ce que je pourrais faire quelque chose qui serait plus en phase avec mes valeurs. C'est ça, des fois, ouais, je peux me débarrasser vite de ce truc-là et vite faire ça, mais est-ce que c'est en phase avec mes valeurs? Est-ce qu'à long terme, ça va être utile, ce comportement? Est-ce que ça va vraiment construire la personne que je veux être? Ah, ok, mauvaise pioche. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre en place? Donc ça, je trouve que c'est très intéressant de se poser cette question. Vraiment, je trouve ça... C'est une fois qu'on sait ça, ça semble tellement simple, mais pas simpliste. Pas est-ce que c'est bon ou mauvais, mal ou bien, mais pertinent ou non pertinent par rapport à mes valeurs, à la vie que je veux mener, etc. Est-ce que ça me mène dans le chemin que je veux parcourir dans ma vie? Alors, évidemment, tout ça peut nous sembler parfois des grands chantiers, parce que certains qui m'écoutaient, et moi compris, on se dit, oh là là, tu parles des valeurs, tu parles de tout ça, mais ça fait beaucoup, et puis il y a ci, et puis il y a ça, puis je ressens de l'anxiété, et puis de la peur, et puis avec mes enfants, et puis avec mon patron, puis souvent, parfois on est à des phases de notre vie où c'est un gros chantier. Des fois dans la vie ça coule, quelques années se passent tranquillement, on ne rencontre pas de grosses difficultés, puis des fois on a l'impression que tout se ligue contre nous, hein. La famille, le travail, la politique internationale, le mauvais temps, tout se ligue contre nous, tout à la fois. Alors c'est un gros chantier. Comment on fait? Et parfois, c'est pas plein de choses, c'est une seule chose, mais qui nous semble immense. Un énorme muraille de Chine nous entoure, et on ne peut pas franchir ça. Comment je vais faire? C'est tellement énorme. Bien, vous connaissez la blague. C'est une histoire que je connaissais déjà, mais qu'on raconte en acte. C'est est-ce que tu sais comment on fait pour manger un éléphant? En général, les gens disent bah non. Et la réponse c'est bah une bouchée à la fois. Et je crois que vous avez tout compris. Une bouchée à la fois. En général, j'en ai parlé plein de fois parce qu'on est au mois de janvier, on veut en faire trop, on veut tout faire d'un coup, si je vais tout faire, ravalement de façade de ma vie, on va changer ça et ça et ça, et puis c'est le 1er janvier, j'arrête de mal manger, je fais du sport, je parle bien à mes enfants, je range mes affaires tous les jours, je réponds à mes mails, je fais ça immédiatement, et tout. Ça va pas être possible. Tu peux pas manger un éléphant en une seule bouchée, il va falloir une bouchée après l'autre. Alors ça, c'est une stratégie qu'on utilise tout le temps en intégration motrice primordiale, en IMP, puisque nous, en IMP, on travaille sur tout un tas de choses. On demande aux gens de faire des mouvements à la maison. On met en place des choses lors de la séance dans le but que les gens pratiquent à la maison. Mais c'est vite dit, hein, voilà, vous allez pratiquer ça à la maison et vous allez voir, c'est trop bien comme mouvement. C'est trop bien comme exercice, c'est trop bien comme pratique. Allez-y, on se revoit dans un mois et vous m'en direz des nouvelles. Autrefois, quand moi j'ai débuté, et donc il y a une trentaine d'années, j'avais, allez, on va dire 10% des gens qui pratiquaient. C'est-à-dire, on leur dit, faites ça. Puis les gens disent, ouais, super, ok, hop. Un mois après, ouais, on a fait ça avec nos enfants, on a fait ça, nanana, ouais, super. Allez, peut-être que je suis un peu pessimiste, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, beaucoup de gens ne pratiquaient pas. Et si vous demandez aux professionnels, que ce soit dans le monde psy ou chez les kinésithérapeutes qui peuvent donner des mouvements aux gens, ou même les coachs, évidemment, beaucoup de fois, ils disent, les gens ne pratiquent pas, ou le prof de yoga, les gens ne pratiquent pas, ils pratiquent pas à la maison, ils font pas. Ah, ils veulent pas se prendre en charge,
Alors il y a plein de stratégies que nous on met en place, de comment on change nos habitudes, comment on met en place, comment on abandonne de vieilles habitudes, ou plus facilement comment on met en place une nouvelle habitude. Donc il y a tout un tas de stratégies. Et là, je parle du fait que ce ne sont pas des trucs, souvent dans le monde du développement personnel, vous savez mon point de vue sur le sujet, on veut trouver le bon livre qui va nous donner les trucs magiques, qui fait que notre vie va changer, ça va être merveilleux, à partir de maintenant, je vais suivre cette nouvelle méthode magique et tout. Si vous êtes comme moi, vous en avez lu des dizaines de livres comme ça, vous avez écouté des tonnes de podcasts, de conférences, de machins, vous avez même suivi des tas de stages, et puis vous savez bien que vous avez toujours abandonné cette méthode-là et que ça n'a jamais été à la hauteur des prétentions du créateur de cette nouvelle méthode révolutionnaire. C'est toujours comme ça qu'ils qualifient leur méthode révolutionnaire. Et moi, j'ai tendance à dire, les gens qui disent que leur méthode est révolutionnaire, eh bien, ils sont déjà dans l'échec parce que, excusez-moi, mais la définition d'une révolution, ça veut dire faire un tour sur soi-même. Ça veut dire revenir à la case départ. Donc non, je suis plus dans l'évolution du changement, mais la révolution, ça veut dire retour sur soi-même. Une planète fait une révolution, ça veut dire un tour sur soi-même, un tour autour du soleil aussi, ça c'est une révolution solaire. Ben oui, non, ça n'apporte rien. Donc méthode révolutionnaire, ça veut dire une méthode qui vous fera revenir à la case départ, et vous cherchez une nouvelle méthode révolutionnaire qui vous refera venir à la case départ. Non, on vit dans l'espoir d'une méthode révolutionnaire qui nous ferait avaler un éléphant d'un coup, la grosse pilule d'un coup. Ça n'existe pas. La transformation magique, la potion magique, la transfiguration, pour parler en langage chrétien, qui fait que Saint Paul, le méchant qui tuait les chrétiens, devient le plus fervent partisan du petit Jésus. Voilà, enfin, paf, sur le chemin de Damas. Vous voyez, j'ai de la culture religieuse, je suis allé au caté quand j'étais petit, donc paf là. Oui, bah, la transfiguration, c'est... Est-ce que... Oh non, je dis n'importe quoi. Je mélange les concepts. Oh, je vais me faire taper sur les doigts. Bref, bon, la révélation de Saint Paul qui a changé sa vie du tout, c'était pas la transfiguration, ça c'est autre chose. Oh là là, oh là là, oh là là. Mauvais. Bref. Mais malheureusement, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Une révélation, j'ai entendu parler de gens, j'ai lu des témoignages de gens qui ont eu une expérience de mort imminente. Vous avez tous entendu parler de ça, qui ont vécu un accident grave et qui ont vu des trucs ou pas, mais qui ont remis en perspective toute leur vie. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Des gens qui ont eu un événement dramatique dans la vie et qui fait que du jour au lendemain, ils ont complètement changé. Donc ça arrive. Mais c'est un truc qui se fait, j'allais dire par hasard, qui est suite à un événement exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider. Si je pouvais décider ça, ben, ce serait merveilleux, mais ce n'est pas le cas. Pour, on va dire, 99,9% d'entre nous, ça ne sera pas le cas. On n'aura pas une révélation mystique qui fait que du jour au lendemain, paf, j'y crois, je crois que ça peut exister, mais je crois que ce sont des exceptions, et c'est pourquoi on en parle dans la littérature, on a des héros comme ça, voilà, il a eu la révélation du jour au lendemain, et il a transformé sa vie, et nous on dit « Waouh, je vais faire comme lui !» Mais c'est l'exception. Alors comment on fait pour manger une bouchée après l'autre c'est déjà comprendre que tout prend du temps, tout prend du temps. Je vais donner un exemple, je suis en surpoids, par exemple. Là, je vous dis réellement, c'est le cas. Hein. Je suis en surpoids, donc j'aimerais bien ne plus être en surpoids, dans l'absolu. J'aimerais bien. Alors, tout d'un coup, je mets en place une stratégie. Le problème, c'est que je veux tout de suite monter sur la balance ou regarder dans le miroir et d'être comme à mes 20 ans. Mais combien de temps il a fallu pour mettre en place ce surpoids ? Est-ce que je peux décemment croire qu'il m'a fallu des décennies pour arriver là où j'en suis et que ça va se faire en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois ? Comment c'est possible ? J'ai mené une vie qui fait que mon corps est arrivé là où il en est. Est-ce que je peux détricoter les choses à une vitesse magique par rapport au temps où les choses se sont installées ? Je ne dis pas que je pourrais décider de faire un jeûne et que dans quelques mois, pas faire beaucoup de mois de jeûne quand même, mais je ne retrouve pas ma silhouette beaucoup plus mince. Oui, c'est possible, sauf que les habitudes que j'ai prises sont celles qu'elles sont, et que, quand je parle d'habitude, je parle alimentaire, mode de vie, et puis mon système hormonal qui a changé et tout, et
Et tout est à parier que dès que j'arrêterai mon jeûne, je me retrouverai dans mon état initial, voire pire. Et donc, il va falloir changer les choses sur le long terme. Donc ça prend du temps, ça prend du soutien social, ça prend des compétences et des habiletés que je dois apprendre, ça prend tout un tas de choses. C'est pourquoi avoir des objectifs trop ambitieux, c'est encore une fois garantie de la catastrophe. Donc en psychologie, et nous en IMP, on enseigne la chose suivante. Ok, tu veux aller dans cette direction pour aller dans le sens de tes valeurs. Ok, tu vas aller dans cette direction. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, quelle serait la première étape, la première bouchée? C'est quoi? Ça commence par quoi? Exemple trivial. Je veux gagner plus d'argent. Ok, et beaucoup d'entre nous, on attend, j'aimerais bien gagner plus d'argent, ouais. Je vais jouer au loto, On sait bien, ce sont les pauvres qui jouent au loto. Voilà, et puis voilà. Donc l'idée, c'est pas péjoratif, c'est parce que on fait miroiter aux gens pauvres la possibilité de devenir millionnaire comme ça, mais malheureusement, ça ne fait qu'enrichir les riches et appauvrir encore plus les pauvres. Donc moi, dans le cas présent, c'est dire, ok, tu veux gagner plus d'argent, tout à fait un objectif louable. Après, ça dépend ce que tu veux faire de ton argent, mais ça ne nous regarde pas. Quelle serait la première étape? Ça veut dire changer de métier, ça veut dire faire un autre travail, faire plus d'heures, ça veut dire suivre une nouvelle formation pour te requalifier professionnellement, ça veut dire aller rencontrer des nouveaux patrons, ça veut dire faire un nouveau CV, ça veut dire... Quelle serait la première étape? Dire, ah oui, c'est vrai, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Ok, donc il faut définir les choses, ou écrire un CV, ou regarder les petites annonces, ou... serait quoi la première étape? Et ça suffit pas. Ça suffit pas. Cette première étape, il faut l'inscrire dans le physique de ma semaine. Alors évidemment, c'est bizarre parce que j'ai envie de dire ça s'inscrit dans le temps. Dire mais le temps, ça s'inscrit pas. Si, ça s'inscrit dans mon agenda. Si. Parce que nous sommes des humains à gros cerveau qui anticipons, qui nous projetons. Si je n'inscris pas les choses dans le temps futur, elles n'existent pas. Et on aura le gros problème de... je le ferai quand j'aurai le temps, quand je pourrai. Et ça marche pas. Allez, je vous la raconte l'histoire. Je ne crois pas que j'ai raconté dans le podcast l'histoire que tout le monde connaît, mais je vous la fais. Je regarde l'heure. 40 minutes. Ok. Je vous la fais, cette histoire que tout le monde connaît, mais que je ne peux pas m'empêcher de la... Elle me plaît trop, cette histoire. C'est vraiment quelque chose qui doit nous guider dans la vie, je pense. Et ça va permettre de bien finir ce podcast, j'espère. C'est En général, on aime bien dire, c'est dans une école de management, il y a le professeur qui dit, qui prend un grand bocal ou un aquarium, et puis qui commence à mettre des grosses pierres dans l'aquarium. Ça y est, vous vous en rappelez. Puis il demande à son auditoire, donc les futurs managers, alors, est-ce que ce bocal est plein? Alors ils disent, bah oui, rempli. Et il commence à prendre des plus petits cailloux, et puis il met les petits cailloux dans des interstices entre les grosses pierres. Et là, il dit, vous voyez, est-ce que maintenant ce bocal, cet aquarium est plein? Il dit, ah oui, là, il est plein. Il est plein. Alors il commence à prendre du sable, et il rajoute du sable, on peut remettre encore plein de sable. Il est plein, ouais, il est plein, là, il est plein, on peut pas faire plus. Et hop, il prend une carafe d'eau, et il remplit, il peut mettre encore plein d'eau. Alors il demande devant son auditoire, quelle conclusion vous en tirez? Et les managers répondent unanimement, on peut toujours en mettre plus, on peut toujours en faire plus, on peut toujours en demander plus. Et le prof, il répond non, c'est que si vous mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez pas mettre le reste après. Si on commence par mettre l'eau, le moins de petits cailloux fait déborder. Si on commence par mettre le sable, on ne pourra plus rien mettre dedans. Donc dans la vie, c'est comme ça. On met d'abord les grosses pierres. Après, on verra pour les plus petits trucs. Et puis, on finit par les petits détails. Mais on laisse nos vies se remplir de petits détails. C'est quoi mes grosses pierres? Ce sont mes valeurs. Alors, j'ai décidé de changer tel petit truc dans ma vie. Ok. Ça doit être
ça va être une grosse pierre, ça va changer ma vie pour le mieux. Ok, alors, c'est prioritaire. Je le fais quand? Je le fais où? Si j'ai pas le quand, si j'ai pas le où, les gens sortent de nos cabinets, nous sortons de notre petite brainstorming personnel, tempête de cerveau personnel, et on ne sait pas, on fera quand on a le temps. Mais on n'a jamais le temps dans nos vies surchargées. Il y a toujours quelque chose de mieux à faire. Même les séries télé vont passer en priorité. Et cette petite bouchée, il faut que je sache à quel moment, c'est le matin, c'est l'après-midi, c'est le soir. Mais ça demandera quand même une dépense énergétique, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc le mieux, c'est d'accoler ça à une habitude que j'ai déjà créée dans ma vie. On a tous créé des tas d'habitudes, des plutôt saines, des plutôt moins saines, on va dire. Des qui vont plutôt dans le sens de nos valeurs, et d'autres qui vont pas trop dans le sens de nos valeurs. Mais c'est une habitude. Bon, habitude qu'on considère comme saine, se brosser les dents, manger à heure fixe, se coucher à une certaine heure, faire sa toilette, faire du sport, faire telle ou telle chose, tenir son journal de bord. On a des habitudes saines et puis on a des habitudes malsaines, je ne vais pas en faire la liste, vous le savez aussi, dont on aimerait bien se passer. Alors, l'idée, c'est d'accoler ma nouvelle bouchée d'éléphant à quelque chose que je fais déjà de manière habituelle, où il n'y a pas de dépense énergétique. Vous voyez, hier soir, je suis rentré un petit peu tard, plus tard que d'habitude à la maison, donc comme tendance, j'étais fatigué, ma compagne Ludivine était déjà couchée, donc l'idée c'est d'aller la rejoindre tout de suite, aller hop, me reposer. Ce n'est pas possible, parce que j'ai pris l'habitude, comme vous certainement, de me brosser les dents avant de me coucher. Et je sais que si je ne le fais pas, je vais me coucher, puis je vais me relever quelques minutes après, parce que je n'arrive pas à m'endormir, parce que je n'ai pas fait cette habitude. Et c'est bien, et c'est bien. On nous a inculqué ça gamin, et c'est une habitude que je considère saine, à ce jour en tout cas, et que j'ai l'intention de continuer. Donc je suis très content que mon corps dise non, 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 pas le repos mérité du guerrier après cette dure journée que tu as passée, tant que tu t'es pas brossé les dents. Et donc, mon réflexe, c'est, malgré la fatigue, d'aller à la salle de bain avant d'aller me coucher. Ça vous semble logique? Ok. Ma bouchée d'éléphant, je vais la coller à une habitude que je connais déjà. À chaque fois que je me brosse les dents, je vais mettre en place cette petite bouchée d'éléphant. Alors là, évidemment, l'exemple que je donne, c'est plus facile quand il s'agit d'une chose physique à faire. Mais, donc, je ne sais pas si j'ai décidé de faire 10 squats par jour, 10 accroupissements par jour, je sais pas, je prends un truc lié au mouvement physique, 10 accroupissements par jour. Je peux décider de dire, bon, alors c'est plutôt le matin, avant ou après de me brosser les dents. Avant ou après de faire ma toilette, avant ou après mon petit déjeuner ou mon café, avant ou après ceci ou cela. Et je sais bien identifier de telle sorte que quand je fais l'un, ça déclenche l'autre. Bien sûr, 10 squats, je peux mesurer que 10 squats, ça fait 60 secondes. Si je décide de faire une demi-heure de gym, et je ne dis pas que c'est pas bien, et vous pouvez le décider, ça, tout dépend de nos caractères, ça peut être très bien, mais évidemment, ça prend de la place et il faut le prévoir dans mon emploi du temps. Donc c'est plutôt à la place de quoi? Ou est-ce que je dois changer des horaires? Ou sinon, à la place de quoi? Des gens décident de faire ça le soir et de regarder qu'un seul épisode de série télé et pas deux. Et donc, ils vont faire ça à la place d'un épisode de série télé, par exemple. Mais il faut qu'on sache. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, 60 secondes, je sais que, allez, même si c'est difficile le matin, machin et tout, et bidule, 60 secondes, j'ai pas une vraie excuse valable qui dit tu peux pas faire 10 squats parce que 60 secondes, non, j'ai pas, vous comprenez, j'ai pas eu le temps de faire 60 secondes par jour pour moi. Là, on se posera de graves questions. Je dis pas que ça ne peut pas arriver un jour parce qu'on a oublié, parce qu'il y a un événement particulier, mais en gros, c'est assez dur de trouver une bonne excuse de ne pas faire ces 10 accroupissements. Et oui, ceux qui veulent le dire, 10 accroupissements, c'est mieux que 0. Et ça met en place quelque chose. J'ai pris une bouchée de cet éléphant. Sauf que ces 10 accroupissements, je peux décider de les faire plusieurs fois par jour. Si je fais une pause, moi je ne bois pas de café, mais je dis ça quand même, une pause café en milieu de matinée, une pause en milieu d'après-midi, au boulot ou quoi, je peux décider de le faire. Moi je suis professionnel, je travaille avec des clients que je voyais toutes les heures et quart exactement.
toutes les heures et quart, eh bien, on peut dire je fais 10 squats entre chaque client. Voilà. Et c'est une petite bouchée et c'est déjà quelque chose. Je vous ai donné cette expérience où, il y a quelques temps où moi, j'avais décidé de faire du Qigong, gymnastique chinoise. J'avais acheté un bouquin avec un DVD, c'était il y a longtemps, hein, où il y avait, alors je ne me rappelle plus dans le bouquin, les 17 mouvements de Qigong, je ne me rappelle plus, c'était peut-être 8, c'était peut-être 20, j'en sais rien, il y avait un certain nombre de mouvements. Et en gros, la séance entière, ça prend 1 heure. Donc évidemment, je suis un petit peu réaliste, je sais que je ne vais pas me mettre à faire 1 heure, d'autant plus qu'il faut que je les apprenne. La première fois, je ne peux pas pratiquer 1 heure de mouvements que je ne connais pas. Donc j'ai étudié le premier mouvement dans le DVD. La première fois, il m'a fallu une bonne demi-heure pour étudier ce premier mouvement, le comprendre, le lire dans le bouquin, le pratiquer dans le DVD. Et puis je me suis dit, tous les jours, je vais faire ce premier mouvement pendant un certain nombre de minutes. Je crois qu'à l'époque, c'était 3 minutes environ, 3 minutes. Puis très vite, au bout de quelques jours, je me suis trouvé très bien et j'ai commencé à le faire un peu plus longtemps, ce même mouvement, 5-10 minutes. Puis au bout d'un moment, je dis, bah tiens, regardons le deuxième mouvement. Et puis j'ai commencé, toujours à la même période, mais toujours garder mes 10 minutes, mais moitié-moitié, 5 minutes le premier mouvement, 5 minutes le deuxième. Et puis j'ai fini par ajouter un troisième mouvement, etc. Et en quelques semaines, je me suis mis à pratiquer 1 heure par jour l'ensemble des 15 mouvements. Plus tard, je me suis mis à aller suivre la prof, à suivre des formations, des stages, des formations pour devenir prof de Qigong. Ça m'a amené en Chine. Vous voyez, ça m'a amené en Chine, où j'ai fait 3 semaines de Qigong dans les montagnes taoïstes. C'était une expérience extraordinaire d'ailleurs, ces 3 semaines en Chine. Extraordinaire. J'ai commencé en achetant un bouquin et pratiqué 1 minute du même mouvement par jour. Et ça m'a amené dans les montagnes taoïstes en Chine à faire une formation pour être prof de Qigong, que je ne suis jamais devenu d'ailleurs. Mais c'était une expérience extraordinaire pour moi. Et ce qui m'a amené, comme je savais que j'allais aller en Chine plus d'1 an à l'avance, à apprendre le chinois. Me demandez rien en chinois, je sais dire 3-4 trucs, mais pendant 1 an, j'ai étudié le chinois. Et là-bas, en tout cas, j'étais capable d'acheter des trucs dans les magasins, de me débrouiller. Et les gens me suivaient en me disant « Allez, Paul, aide-nous » et tout. Mais là, je ne peux rien vous dire. Si, je m'appelle Paul. Oh, je Paul. Je suis français. Oh, je Phagogène. Voilà. Je savais dire que je veux de l'eau ou des trucs comme ça, mais je ne sais plus rien dire. C'était il y a longtemps, une dizaine d'années. Donc, si j'étais parti avec l'idée de je vais bouffer un éléphant, Paul, tu vas faire une formation de Qigong, tu vas aller en Chine et tu vas apprendre le chinois, un mois, un mois après, j'aurais tout abandonné, n'y crois pas un seul instant. L'éléphant est trop gros, je vais m'étouffer. Non. J'avais pas ce but au départ quand j'ai commencé à faire mes mouvements de Qigong, mais ça m'a mené là. Ça m'a mené là. Expérience extraordinaire. Donc vous voyez, un éléphant, ça se mange une bouchée après l'autre. Tout ça pour conclure cet épisode, pour dire que, enfin pour aller vers la fin de cet épisode, que on part de j'ai des émotions que j'aime pas dans la vie, j'ai tendance à les repousser, j'ai du mal à me décrocher des émotions que je trouve désagréables, je mets en place des comportements destructeurs, c'est un effet boomerang, ça revient, donc je fais de la place. Mais il ne s'agit pas de dire je vais vivre toute ma vie en visualisant mes émotions douloureuses, bien sûr que non. Je leur fais de la place et ensuite j'évalue quel comportement je veux mettre en place dans ma vie, quelles sont mes valeurs. Et ok, comment je vais faire les choses? Voilà. Et c'est un gros éléphant, mon chantier dans la vie. Ok, ça se mange comment? Une bouchée après l'autre. Ok, comment je vais m'y prendre? Quelles ressources j'ai besoin? Où? Quand? Comment? Une étape après l'autre. En thérapie, on dit souvent, ou en coaching, quelle serait la plus petite étape que tu puisses faire aujourd'hui pour aller dans la direction de manger ton éléphant, de ton objectif. Et vous savez, en chinois, ils disent que le voyage de 1000 lits commence par un seul pas. Le li, L-I, enfin, ça ne s'écrit pas comme ça en chinois, mais c'est une distance. Donc, un voyage de, on traduit en général en français, on dit tout simplement un voyage de 1000 km commence par un pas. Mais c'est la vérité, c'est la sagesse chinoise dans toute sa simplicité. Il y a un autre effet qui est très important en psychologie, pour finir là-dessus, et j'en ai déjà parlé, j'ai oublié le nom, j'ai peur que ce ne soit pas ça, mais je crois que c'est l'effet Mathieu, mais c'est peut-être autre chose, je confonds peut-être avec autre chose. Mais il y a un effet qui
en psychologie très important, c'est de dire que les petites choses s'additionnent. Les petits gestes s'additionnent et produisent de grands résultats. Et qu'est-ce que c'est que ce truc en psychologie? C'est que si vous avez une courbe, euh, vous avez l'axe des X et l'axe des Y, et vous avez une courbe qui, c'est lié à une équation spécifique qui commence petit, puis qui va ensuite s'agrandir de manière exponentielle. Mais exponentielle, au début, après ça monte très vite, mais au début, ça monte très lentement, très lentement, très lentement, très lentement, et puis, évidemment, ça double, ça double, ça double, mais si vous faites un grossissement sur le début de la courbe, si vous allez proche de l'origine de l'axe horizontal, tout proche, et que vous grossissez, 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 et que vous regardez par rapport à l'axe horizontal, vous allez voir que ça décolle à peine, ça décolle à peine, ça décolle à peine. Et donc là, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, ça décolle à peine, ça décolle à peine. Et si on me demande, je monte sur la balance, je vois pas les changements, je tâte mes muscles, ils sont pas plus gros, je regarde dans ce qui se passe dans ma vie quotidienne, dans mes communications avec les gens, et je fais ces petits gestes et tout, mais je vois pas la différence, je ressens toujours ces émotions, et il se passe toujours ça. Mais je continue à manger mon éléphant, une bouchée après l'autre, une bouchée après l'autre. Et à un moment donné, sans que je m'en rende compte justement, la courbe décolle. Mais il faut beaucoup de temps pour décoller de la barre horizontale, l'axe des X. Ça prend beaucoup, je crois que c'est celui-là, l'axe des X, l'axe du temps, hein, vers la droite. Je ne suis pas sûr lequel est X et Y, mais on va dire que les X, c'est celui qui est horizontal. Donc je mets beaucoup de temps à décoller de cet axe horizontal, mais ensuite c'est l'envolée. Mais au début, c'est très frustrant, ça bouge pas, ça donne l'impression que ça bouge pas, parce que c'est tout petit, tout petit, tout petit. Hein, vous connaissez l'histoire du plateau d'échecs et puis de l'empereur chinois. Il y a quelqu'un qui lui a rendu un énorme service, je ne sais plus quoi, et puis qui lui dit, bon, alors pour te récompenser, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à te donner 1 million, je ne sais pas quoi. Et l'autre, il dit, oh non, 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 je ne demande pas ça, est-ce que je pourrais tout simplement avoir on prend un échec, un grain de riz sur la première case, et puis le double sur la deuxième, le double sur la troisième, le double sur la quatrième, et il y a 64 cases. Et si vous faites le calcul, du bah oui, un grain de riz, et puis plus 2 grains de riz, plus 4 grains de riz, plus 8 grains de riz, plus 16 grains de riz, plus 32 grains de riz, plus 64 grains de riz, 128, 256, 512. Wow, 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 je ne suis pas allé loin. Et on se retrouve à des milliards et des milliards et des milliards, plus qu'il n'y a de riz dans tout l'empire de cet empereur. Ce n'est que 64 cases. Une case après l'autre, j'aurais pu dire. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ça a l'air de rien, mais notre psychologie a tendance à nous dire « je veux tout de suite sauter dans le grand bain ». C'est pas possible. Ces petites choses, c'est ça qui font toute la différence et elles s'additionnent. Voilà. Vous vous rappelez les techniques du saupoudrage dont je parlais, voilà. Plutôt que de vouloir tout chambouler, on saupoudre. Donc voilà, je suis parti de ce que j'ai vécu avec ma petite fille hier. Oui, la vie est parsemée de choses, de blessures, mais je ne peux pas les repousser. Il y a un effet boomerang. Je mets en place des comportements destructeurs pour échapper à ces blessures, à ces souffrances. Donc, première technique, observons les choses. Laissons-leur de la place, c'est rond, c'est carré, c'est chaud, c'est froid, c'est noir, c'est blanc, ça bouge pas. Je lui accorde de l'espace. Ok, tu es là, je sais que tu es là. Je tiens, voilà, l'anxiété, elle est là, elle ressemble à ça. Ok, je fais de l'espace. Et puis ensuite, tiens, mes comportements dans la vie de tous les jours, c'est pertinent ou pas pertinent? Plutôt que de se dire c'est bien ou c'est mal. Et si c'est pas pertinent, quel comportement différent je peux mettre en place dans ma vie de tous les jours? Et puis, puisque je décide de mettre en place de nouveaux comportements dans ma vie de tous les jours, attention aux changements brusques qui, en règle générale, ne tiennent pas dans le temps. C'est un éléphant. Ça se mange une bouchée après l'autre. Quelle serait l'étape la plus simple et la plus petite que je peux entreprendre pour aller dans cette direction-là? Et c'est vrai qu'au début, on ne voit pas la différence, et puis ça finit par faire une grosse différence avant même qu'on s'en sente. À un moment donné, on ne s'en rend plus compte. Tiens, tout d'un coup, wow, tiens. Voilà. J'espère que cette petite conversation autour de l'acte vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'accompagner tous les jours. J'ai la grande surprise de voir que mes podcasts concernant l'acte sont beaucoup écoutés.
et je suis un peu vexé parce que certains sont plus écoutés que mes podcasts sur les réflexes archaïques, j'ai déjà dit ça, mais qui sont ma spécialité. Donc peut-être que je vous ai trop rebattu les oreilles avec mes histoires d'intégration motrice primordiale et de réflexes, et que vous avez envie d'entendre parler d'autres choses, même si je ne suis pas expert dans cette chose-là. Donc je suis assez surpris, un petit peu content, mais surpris. Mais encore une fois, soyez, soyez bien conscients de mon incompétence, si je puis dire. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à l'approche acte, puisque, encore une fois, je ne l'ai jamais pratiqué. J'ai pratiqué sur moi, j'ai pratiqué sur des proches, j'ai utilisé ces concepts-là ici ou là, mais je ne, évidemment, suis pas psychothérapeute et je ne l'ai pas pratiqué avec des gens en souffrance qui viennent me voir en tant que psychologue, puisque je ne le suis pas. Donc, prenez vos distances avec tout ce que je dis, voyez ce qui est utile pour vous, et puis utilisez-le, et puis si vous pouvez le partager, partagez-le. Formez-vous à l'acte. Formez-vous à l'acte. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver aussi. Alors en anglais, je vois beaucoup de choses qui sont de bonne qualité. En français, j'avoue que je ne sais pas, je n'ai pas vraiment regardé. En dehors des ouvrages, il existe des tonnes de bouquins géniaux sur l'acte. Le piège du bonheur, hein, un grand classique pour débuter, je pense que c'est le meilleur livre, Le piège du bonheur. Voilà. Merci, bonne journée à toutes et à tous.